Bienvenue à tous dans ce nouveau débrief. Au Sénégal, les accidents de la route ont occasionné 635 cas de décès selon les chiffres du rapport de la protection civile, soit 2 personnes par jour. Un chiffre alarmant qui préoccupe aussi bien les populations que les autorités étatiques. Déjà, la semaine dernière, le chef de l'État Macky Sall a jugé intolérable cette situation et a exprimé ses regrets face à la recrudescence des accidents de la route. Vous allez voir au niveau de l'entretien, comment ça se passe déjà avec ces accidents qui se multiplient de jour en jour. Mais avant tout, nous avons le plaisir de recevoir le directeur exécutif de la nouvelle prévention routière du Sénégal, M. Mactar Faye. Merci, M. Mactar. Merci pour votre invitation et merci également à vos téléspectateurs. Et je salue également mon ami et frère, M. Mbahan Gomis, avec qui nous travaillons depuis une quinzaine d'années. Voilà, présentation déjà faite. M. Mbahan Gomis, président du syndicat des transports routiers affilié à la CNTS, également avec nous sur ce plateau. Déjà, je vais vous poser la première question en tant que président de syndicat de transport routier. Comment analysez-vous cette situation-là? Quand il s'agit de ce qui se passe actuellement dans le réseau routier, mais plus particulièrement sur les accidents de la circulation, nous sommes prêts à appuyer, soutenir l'État, le gouvernement, pour pouvoir bannir certains comportements. Les comportements d'indiscipline, les comportements d'intolérance, les comportements d'imprudence. Je pense qu'une fois que nous arrivons à bannir certains de ces comportements, je pense que nous pourrons arriver directement sur le but, c'est-à-dire de pouvoir faire de sorte que les accidents de la circulation disparaissent ou bien se diminuent d'une façon très sérieuse et considérable au vu de tout le monde. M. Mactar Faye, quel regard portez-vous sur cela? Oui, c'est une situation qui est inacceptable, une situation alarmante, une situation inquiétante. Vous l'avez dit dans votre propos introductif, c'est une situation qui n'inquiète pas seulement les populations, mais qui inquiète également l'État du Sénégal, qui cherche par tous les moyens à éradiquer ce fléau qui tue, qui blesse et qui plonge des familles entières dans le deuil. Je pense qu'en fait, peut-être au fond, quand on ira au fond des choses, peut-être on essaiera de développer un peu plus, mais je dois dire qu'en fait, pour une population de 14 millions d'habitants, un parc automobile estimé à environ 600 000 véhicules, un taux d'accident de 500, 550, voire 600, je pense que si on fait le ratio, on continuera à déplorer cette situation. Donc, pour vraiment dire le mot, c'est une situation inacceptable, une situation qu'on ne peut plus admettre encore pendant longtemps. C'est vrai que les faits qui les expliquent sont nombreux, mais où situer les responsabilités selon vous? Alors, vous savez, en fait, un accident a plusieurs causes. Souvent, il y a la trilogie qu'on annonce assez souvent, c'est-à-dire l'homme, le véhicule et la route. Mais quand on regarde un peu, l'essentiel des accidents est dû à des défaillances humaines. Et quand on parle de ces défaillances, on peut les décortiquer. Il y a peut-être quelque part où la formation n'a pas très bien marché. Moi, je me pose toujours des questions. Comment, dans un pays, on peut donner des permis à des gens qui ne le méritent pas, des gens qui n'ont jamais fait de formation et qui ont du mal, effectivement, à respecter les règles de la circulation. Et je pense qu'en fait, si je devais désigner du doigt, en fait, là où ça fait mal, c'est en fait l'absence de formation. Et cette absence de formation, elle est à l'origine de la méconnaissance des règles de circulation. Mais à cela, bien entendu, s'ajoute également un autre volet. Peut-être il y a de la sensibilisation, mais peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment. Mais surtout, je ne parle même pas de la sensibilisation, mais en fait, l'absence de répression. Et dans tous les pays du monde où la sécurité routière a fait ses preuves, la lutte contre les accidents de la circulation, c'est parce qu'il y a eu un arsenal répressif sans précédent. Donc je pense qu'aujourd'hui, les causes sont bien connues, bien situées. C'est en fait, ce sont les défaillances humaines. Et on peut revenir sur ces défaillances humaines, disons, en les listant et en les commentant. C'est vrai que c'est ça qui est à l'origine des accidents. Et moi, je trouve qu'il y a 3 choses dans ces défaillances humaines. C'est non seulement
l'ignorance des règles de circulation, mais un certain incivisme. Hein, et le troisième volet, en fait, c'est la vitesse et le comportement ou l'état physiologique des conducteurs. C'est vrai que les gens, ils l'oublient, mais quand on roule trop vite, on se fatigue très vite. Et quand on est fatigué et qu'on refuse de s'arrêter, c'est la somnolence qui prend le pas. Donc ça également, je sais qu'en fait, le thème de votre émission, c'est sur les mesures. Peut-être qu'en fait, plus loin, je reviendrai sur ces trois-là pour éclairer la lanterne des Sénégalais, mais également des téléspectateurs qui nous regardent un peu partout dans le monde. Voilà, nous allons y revenir sur ce point, notamment la formation des conducteurs, mais j'aimerais bien que vous reveniez un peu là-dessus, par rapport à votre responsabilité face à cela. Vous êtes les premiers impliqués dans cela. Nous sommes les premiers à être impliqués sur les accidents, parce que sur trois aspects. D'abord, nous sommes Sénégalais, nous sommes acteurs professionnels, mais aussi nous sommes responsables d'un syndicat et d'un corps professionnel qui s'appelle le transport routier. Le directeur l'a dit tantôt, à l'entame de ses propos, disant que il y a le facteur humain, oui, bien sûr. Mais je reviendrai pour rebondir sur ces propos, pour dire que je pense que c'est un problème d'ordre général. Les accidents, tout le monde a une responsabilité là-dessus. Tout le monde, personne n'est exclu dans la responsabilité des accidents. Parce que je pense que quand on parle du facteur humain, d'abord, s'il s'agit de la route, les routes sont faites par des personnes humaines. S'il s'agit du véhicule, le véhicule également, pareil. S'il s'agit de la conduite, on s'adresse aux usagers. Donc, qui est un groupe qui a les professionnels, mais il y a également les amateurs. Mais même en dehors des véhicules, il y a d'autres types de transports qui utilisent les routes. Bon, on peut prendre l'exemple sur les deux roues, on peut prendre l'exemple également sur les véhicules hippomobiles, les charrettes. Mais aussi, on peut parler sur la divagation des animaux, de jour comme de nuit. Mais aussi le comportement des habitants qui sont tout le long des routes. Vous voyez, ça me donne l'occasion de remercier le maire de Sandiara, qui connaît Sandiara quelques mois passés. Aujourd'hui, passe à l'intérieur de Sandiara, tu verras qu'il y a un grand changement. Et je pense que les maires qui sont ici au Sénégal ont l'obligation de copier sur ce qu'il a fait à Sandiara. Sandiara est totalement dégagé en sécurité routière, mais aussi en lumière. Je pense que ça aussi, il est bon de le saluer. Et je pense que les mêmes prérogatives qui lui ont donné le droit de pouvoir faire cela, réaliser cela, ce sont ces mêmes prérogatives que tous les maires du Sénégal obtiennent. Ça c'est vrai, mais moi, il y a une chose au fait qui me tracasse un peu. Je prends l'exemple des cars rapides et des Ndiagandiaï en zone urbaine. Parfois, on croise des chauffeurs qui non seulement ne sont pas assez formés pour conduire ces voitures-là et qui, on se demande parfois la manière dont ils obtiennent leur permis de conduire. À votre niveau, l'organisation, comment ça se passe? Voilà. L'organisation, je pense que ça fait des années et des années, j'ai toujours demandé à l'État de revoir et de voir les moyens par d'autres formes. C'est-à-dire de construire des centres de formation technique et professionnelle. Ça, c'est important. Ce n'est pas une chose à négliger. Ce n'est pas négligeable d'organiser des séminaires périodiquement et de façon décentralisée, du sommet vers le bas. Je l'ai toujours dit, parce que je sais que ça fait partie des débuts de solutions. Je peux même dire que ça fait partie des meilleures solutions. Il ne suffit pas tout simplement d'emprisonner, de demander des gens de payer des amendes forfaitaires. Ils ont tout fait. Ils ont suspendu des permis provisoirement. Ils ont allé même jusqu'à
annuler des permis de façon définitive. Ça, jusqu'à présent, on n'a pas encore tenu le bon bout. Je pense que nous tous, nous sommes patriotes. C'est dans ce sens que nous avons affronté réellement la vérité. Ensuite, nous sommes des professionnels, mais également nous sommes des responsables. Quand on est responsable, on doit pouvoir user de ta vocation et de tes prérogatives pour dire rien que la vérité. La vérité, c'est quoi? Il est temps qu'on évite de se limiter seulement à l'arrestation des conducteurs, à les faire payer des amendes, mais aller au devant de ça. C'est-à-dire construire des centres de formation technique et professionnelle. Parce que le chauffeur, tant que le chauffeur n'arrive pas à subir une formation réelle, courageuse, basée sur la vérité, on restera sur le même point. Parce que le chauffeur ignore d'abord, en commençant, réellement la vocation de son diplôme qui est le permis. C'est que le permis, le chauffeur ne le connaît pas. Mais déjà, Monsieur Faye, une personne qui ignore ce que c'est que le permis, est-ce qu'elle doit conduire? Non, mais pas du tout. C'est-à-dire, en fait, ce que je disais tout à l'heure, il y a énormément de gens qui circulent et qui ne méritent pas leur titre de transport, leur permis de conduire. Alors, moi, j'ai fait une étude avec l'Université d'Angers sur, je dirais, 107 chauffeurs de transport public de voyageurs. Seuls 12 sont passés par une auto-école. Parce qu'en fait, j'ai cherché à savoir encore davantage la raison de tout cela, mais la plupart me font comprendre que, en fait, les auto-écoles ne sont pas tellement indiquées pour mieux apprendre, à mieux conduire. D'autres également vous diront qu'en fait les gares routières sont les meilleurs centres de formation, mais je pense, comme il l'a dit, et ça c'est en fait mon combat de tous les jours, j'aurais souhaité franchement qu'on ait des centres de formation pour chauffeurs professionnels. Parce qu'eux, ils se réclament chauffeurs professionnels. C'est-à-dire pour éviter la concurrence, je veux dire. Hein, c'est-à-dire en fait que l'État crée, ou même les compagnies d'assurance, parce que lors du conseil interministériel sur la sécurité routière, j'ai eu à faire des propositions, dont effectivement la création d'un centre national de formation qui serait effectivement construit avec l'apport des compagnies d'assurance. Ça également, le Premier ministre l'avait validé lors de ce conseil interministériel. Et je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Il faut que les gens refusent d'aller chercher un permis. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se mobilise moyennant quelque chose pour aller chercher un permis. C'est ça le fond du problème. Justement. Et ça, je pense qu'en fait, ce n'est plus un secret, hein, parce que les Français sont venus là chez nous, ils ont tourné un reportage autour de ça, et on a vu toutes les failles de ce système. Je pense qu'aujourd'hui, celui qui ne mérite pas son permis, on ne devrait pas le lui donner. Et qu'aujourd'hui également, il y a le CETUD, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Seulement, bon, ils auraient dû être là parce que vraiment, il y a de vraies réformes qui sont en train d'être faites dans la mobilité, dans les déplacements, la réinvention des déplacements. Et dans le cadre du renouvellement du parc automobile, il y a des formations qui sont faites, mais ce sont des formations post-permis. C'est-à-dire on essaye de recycler un peu disons les chauffeurs. On l'a fait pratiquement dans toutes les régions. Hein, et là, on s'apprête avec les études à partir à Kolda. Je pense que c'est l'une des rares régions qui n'a pas encore bénéficié de ce système. Et aujourd'hui, je pense qu'au-delà des formations post-permis, il faudrait de vraies formations avant même le permis. C'est-à-dire celui qui se lève pour aller chercher un permis, qu'on l'inscrive dans un centre de formation. Mais moi, je n'ai pas besoin d'un centre de formation avec une formation accélérée. Non, un centre de formation avec plusieurs modules. Dans le civisme, dans même le code de la route, mais aussi la mécanique, l'entretien du véhicule, le secourisme. En fait, comme il s'autoproclame chauffeur professionnel, il faut vraiment qu'on leur donne l'essentiel. Pourquoi je parle du secourisme? Parce que souvent, ils sont sur la route et en cas d'accident, ce sont les premiers à intervenir. Ils ne savent pas quoi faire. Oui, mais ce sont les premiers à intervenir, ils sont là. Au moins qu'ils sachent, dans un premier temps, peut-être arrêter une hémorragie. Dans un premier temps, qu'ils sachent mettre la victime en position latérale de sécurité, PLS.
qu'ils sachent alerter les secours organisés. Parce qu'au Sénégal, j'ai vu qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas alerter les secours organisés. C'est vrai que ça fait de cela 2 ans au Conseil des ministres. L'État s'était engagé à prendre des mesures et à les faire appliquer sur le terrain. Mais on a comme l'impression que cela n'est pas effectif. En fait, il y a une partie de ces mesures-là qui sont en train d'être appliquées. Par contre, le reste, effectivement, il y en a beaucoup. Il reste énormément. Il y avait au moins presque 30 mesures. Mais je sais qu'aujourd'hui, ils sont en train... Parce que il est vrai que c'est très lent. C'est très lent du côté de l'État. Mais vraiment, la volonté y est. Et on a vu même que en fait, la sécurité routière fait partie maintenant des priorités du gouvernement du Sénégal. Mais... peut-être, soit on est en train de tâtonner un tout petit peu, mais ce que moi j'aurais suggéré, qu'on essaie de faire appel à des techniciens et on leur confie le travail là. Et en ce moment-là, on saura de quel côté il y a des failles et comment corriger. Mais je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème, le vrai débat, parce que on ne peut pas lutter contre les accidents de la circulation si on ne veut pas dire la vérité aux gens. C'est-à-dire, c'est comme si je veux faire une omelette sans casser les œufs. C'est-à-dire, en fait, là où ça fait mal, on y met le doigt et on essaie de mettre tout le monde dans les rangs. Mais aujourd'hui, le fait de développer la culture de la concession, le fait de laisser pourvoir les choses, c'est ce que j'appelle le fameux masla, les passe-droits, à mon avis, tant qu'on est dans ce régime-là, tant qu'on s'installe dans cette station, je pense qu'il n'y aura jamais de sécurité routière. Je pense qu'aujourd'hui, les mesures qui ont été avancées, on a vu le directeur des transports routiers et le secrétaire général du ministère des Transports, accompagné de la police ou de la gendarmerie, c'est selon les zones d'intervention, vraiment faire un peu de sensibilisation. Mais je pense que ça c'est très bien, mais je pense qu'il faut aller au fond des choses. Si vraiment, aujourd'hui, on veut réduire les accidents de la circulation, il faut que l'ordre règne. Il faut qu'il y ait de la discipline. Il faut en fait une prise de conscience. Que les gens sachent que le danger est là sur la route et il nous guette à tout moment. Et la seule façon d'éviter ces dangers-là, la seule façon d'éviter les conduites agressives, la seule façon d'éviter les conduites à risque, c'est de se conformer à la réglementation. Mais comment voulez-vous respecter ce que vous ignorez ? Une très bonne question. Avant de répondre à cela, j'aimerais bien qu'on suive un récit proposé par la rédaction. Au Sénégal, environ 500 personnes perdent la vie annuellement et des milliers de blessés dans des accidents de la route. 80% de ces accidents surviennent la nuit, selon les chiffres du ministre porte-parole du gouvernement. Le rapport de la protection civile dresse un tableau sombre pour le bilan des accidents de la route enregistrés en 2017 par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. 635 cas de décès ont été dénombrés pour 26 030 blessés et 16 156 interventions. Un énième accident sur la route de Kaolack qui avait fait 11 morts en février dernier a fait réagir le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Abdoulaye Daouda Diallo avait annoncé l'interdiction de la circulation interurbaine entre 22h et 6h du matin qui fera l'objet d'une concertation avec les acteurs du secteur des transports avant son application. Face au rejet de cette mesure par les chauffeurs et les usagers de la route, le chef de l'État Macky Sall a prôné la concertation. En Conseil des ministres du 28 février dernier, le président de la République a longuement abordé la question de la recrudescence des accidents de la circulation. Macky Sall a instruit au Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour la baisse de la mortalité sur nos routes. Le chef de l'État a invité le gouvernement, les services de transport routier, les forces de défense et de sécurité en particulier, à intensifier les actions préventives de contrôle des documents officiels de transport, de l'état technique des véhicules de transport interurbain, ainsi que des gros porteurs en circulation sur nos routes. Voilà, la route qui fait beaucoup de victimes, n'est-ce pas, M. Gomis? Affirmatif. Mais comme vous voulez le dire tout à l'heure, il y a un problème qui est là et qui est un problème réel, avéré. Maintenant, c'est à nous, Sénégalais, nous acteurs du secteur routier, mais surtout nous, les responsables, nous qui se réclamons être des responsables dignes du nom, d'aller maintenant vers les solutions. Il faut qu'on ait le courage de dire réellement ce qui se passe.
Et la plupart, je ne vous coupe pas, de ces accidents surviennent la nuit. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué dans vos propos avec l'exemple que vous avez cité d'une commune en saluant les initiatives prises par le maire. Mais ces accidents qui surviennent la nuit, la principale cause, selon vous? Je pense que j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de la divulgation des animaux. J'ai parlé également de la circulation des véhicules automobiles qui n'ont aucun signal. Et le manque aussi de sommeil des chauffeurs. Je viendrai sur le cas de la somnolence, de la fatigue, de tout. Mais je pense qu'on a mis à la disposition des Sénégalais et des acteurs du secteur des transports routiers que nous sommes une gare qui nous a coûté 7,5 milliards sur l'argent du contribuable sénégalais. Mais ça, on l'a fait pour tout. C'est un début de solution. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous voyons? Nous assistons à quoi? Est-ce que la gare routière est réellement utilisée comme ça se devait? Non. Mais selon vous, l'utilisation de ces gares routières-là peut-elle résoudre le problème? À mon avis personnel, ça fait partie des débuts de solution. Parce que dans la gare, tu ne peux pas faire ce qu'on appelle le surnombre. Dans la gare, tu ne peux pas charger n'importe comment pour aller n'importe où. Il y a des mesures sécuritaires internes à la gare. C'est vrai qu'au-delà de ces mesures sécuritaires... Je ne soutiens personne. Je me soutiens moi. Je suis le Sénégalais. Parce que l'argent qu'on a déployé pour la construction de cette gare, il y a mon franc symbolique qui fait partie de ces milliards. Comme vous, comme M. Faye, comme tant d'autres. Donc, quand on parle de solution, on doit élargir le débat. Maintenant, je pense que, vous voyez ce qui se passe sur les passerelles. Vous voyez, de jour comme de nuit, les piétons boycottent les passerelles à la présence des autorités compétentes à ce contrôle pour pouvoir les sanctionner. Personne ne dit rien. Une fois, j'étais à bord d'un véhicule. Il y avait des piétons qui voulaient passer. Tu ne peux pas se laisser, je ne le fais pas. Il y a la passerelle en haut. Ils l'ont abandonné pour venir nous faire la peine sur la route. C'est vrai qu'à ce niveau, les responsabilités sont partagées. Il y a d'un côté l'indiscipline peut-être de certaines personnes et aussi il y a la responsabilité des automobilistes. Au-delà du cadre sécuritaire, à l'intérieur des gares routières, il y a aussi cette manière de conduire qui est à déplorer aussi. Voilà. Vous revenez toujours sur ce que je viens de dire tout à l'heure. Moi, j'ai subi des formes de formation à travers des séminaires pour le sida. Lorsque j'ai fini ces séminaires, en tant que relais, il y a des choses qui étaient dans ma tête et qui ne sont plus dans ma tête, parce que je ne savais pas. Mais au moment où on m'a fait connaître, on m'a fait comprendre, on m'a montré, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai commencé à faire attention. C'est la même chose sur les routes. Les gens ignorent beaucoup de choses qu'ils ne devaient pas ignorer. Que ce soit le piéton, que ce soit le passager qui voyage à bord du véhicule, que ce soit le conducteur lui-même. Parce qu'il y a des gens, il y a des accidents qui se passent, sont provoqués par le voyageur qui est à bord. Imagine-toi, moi, chauffeur, une fois, il m'est arrivé une fois, en ce moment j'étais chauffeur de car rapide ici à Dakar. Un client m'a pris par derrière et j'étais à bord d'un ravin. Ça, c'est des problèmes qui surviennent assez fréquemment. Déjà, M. Faye, qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un, un voyageur qui sort une arme tranchante à l'intérieur du véhicule. Vous voyez ce que ça peut faire? C'est vrai que cela peut perturber, mais on en revient tout le temps à un seul point qui est le problème de discipline qui se pose tout le temps. Oui, mais ce qu'il disait tout à l'heure,
ça rentre dans le cadre de la sûreté dans les transports. Ce n'est même pas de la sécurité, mais c'est de la sûreté dans les transports. Ce sont des actes illicites, des actes de vandalisme, oui, dans les transports, que ce soit dans les transports aériens, dans les transports ferroviaires et dans les transports terrestres. Très souvent en France, parfois on voit des gens qui montent dans les bus et qui agressent les conducteurs. Mais ça, c'est pas normal, comme il dit. Moi, je me rappelle très bien, très jeune, quand je voyageais, il était tout le temps écrit défense de parler au chauffeur, défense de cracher, de fumer. Mais aujourd'hui, les gens, ils fument dans les véhicules, ça crache de partout, ça parle au chauffeur, hey chauffeur. Bon, en fait, là, il se pose un problème d'indiscipline. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait tout reprendre. Parce que la discipline, on était en train même d'en discuter juste avant l'émission, en prenant un peu l'exemple du Rwanda. Je pense qu'en fait, un pays où il n'y a pas de discipline ne pourra pas aller de l'avant. Et au Sénégal, on a tellement mis l'accent sur les palabres que, en fin de compte, on ne sait même pas ce qu'on doit faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous pose problème, c'est qu'en fait, tout le monde est technicien. Nous sommes de très beaux parleurs. On ne fait absolument rien. Et on a l'impression que l'autorité est absente. Et c'est ça Surtout cette absence de l'autorité est beaucoup décriée. C'est ça qui révolte un peu. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, mais je le dis très souvent, et quand je le dis, les gens me disent, oui, vous soutenez les gendarmes, vous soutenez les policiers. Les gendarmes et les policiers qui font le travail, moi, je trouve que ce travail-là a été, malheureusement, ce travail a été multiplié par 0, soit par le supérieur, soit par les populations. Et pourtant, je sais qu'en fait, ces gens-là font un travail remarquable. Surtout sur ce point-là, nous allons y revenir, je ne vous coupe pas. Restez avec nous, nous revenons dans la seconde partie du débrief, toujours sur Médian TV Afrique. Vous êtes toujours dans le débrief. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes dans la seconde partie de cette émission. Tout à l'heure, nous parlions de l'implication des forces de l'ordre dans la circulation, n'est-ce pas? Alors, mon avis sur ça, moi, je ne suis pas contrôleur dans la circulation, ni Manaïm Baha, ni vous, ni... Le contrôle est dédié à la police et à la gendarmerie. Ce sont les forces de défense et de sécurité qui exercent cette mission-là. Mais malheureusement, on ne les laisse pas toujours faire le travail correctement. On a vu des sortes de passe-droit, c'est-à-dire en fait, vous faites une infraction, on vous arrête, vous essayez peut-être d'appeler au plus haut niveau pour qu'on vous restitue votre permis. Moi, je pense qu'en fait, ces pratiques-là appartiennent au passé. Le problème, vraiment, il est plus profond que ça, apparemment. Je pense qu'aujourd'hui, force doit rester à la loi. Quelle que soit la personne, quel que soit son rang, son grade, quand il fait des erreurs sur la route, il faut que cette personne-là soit sanctionnée et sévèrement. Il n'y a que de cette manière-là qu'on arrivera effectivement à rétablir l'ordre sur la route. Mais quand je fais une infraction, j'essaie d'aller voir le commandant de brigade ou j'essaie d'aller voir le commissaire, ah, vos agents ont pris mon permis, mais non. Et je sais qu'en fait, dans ce pays-là, il y a des textes et des lois qui ont été rédigés dans le champ de la sécurité routière. Et pourquoi leur application pose problème? Mais leur application a toujours posé problème. Je me rappelle très bien, en 2003, 2004, je dirais, 2002-2004, il y a les nouvelles dispositions du Code de la route. Ça a été tellement bien fait, qui est passé à l'Assemblée, voté par les députés, promulgué par le chef de l'État, mais aujourd'hui, on a du mal à les appliquer. Et pourquoi? C'est qu'en fait, la question de savoir pourquoi. Je crois qu'aujourd'hui, on allait se poser X questions. Pourquoi pas ça? Pourquoi ça? Jusqu'à l'infini. Parce que tout simplement, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une fuite de responsabilité un peu dans la façon de manager les choses. Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner suffisamment de moyens à la police et à la gendarmerie et il faut les laisser faire leur travail. Moi, je me souviens très bien, un gendarme qui était monté à bord de mon véhicule, qui me disait, oui, directeur, moi, mon seul truc, c'est de quitter ce pays-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne peux pas exercer mon travail comme je le souhaite. Pourquoi? Et il me raconte qu'il a une fois arrêté quelqu'un qui était en infraction, il l'a amené à la brigade,
Le gars l'a traité de tous les noms, mais une fois à la brigade, quelques instants après, la personne a été libérée. Pour lui, c'est une humiliation. Donc, comment voulez-vous que ces gens-là fassent le travail correctement? Donc, je dis qu'en fait, il faut les laisser faire le travail, mais aussi, il faut que ces forces de défense et de sécurité également fassent leur travail conformément à ce qui est écrit dans les textes. C'est-à-dire, en fait, je vous dis, en fait, pas en fait venir pour se poser en dictateur. Oui, c'est-à-dire en fait imposer sa loi, sa propre loi, cette loi qui sera contraire de ce qui est déjà édicté. Moi, je pense qu'en fait, c'est pas en fait imposer sa force, mais c'est de faire comprendre que la personne, vous avez fait une erreur, voilà ce que dit la loi. On va vous sanctionner sans tambour ni trompette. Ne pas imposer, mais seulement faire appliquer. Faire appliquer. Et ça, je vous assure que si ça, on l'avait appliqué aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de véhicules qui ne rouleraient pas et beaucoup de conducteurs qui seraient mis aux arrêts. Monsieur Gomis, oui, l'arrêté du ministre, qu'a évoqué le ministre par rapport à l'arrêt de la circulation des transports en commun à partir de 22h. Déjà, partagez-vous cet avis du ministre? Je fais partie des responsables qui ont intervenu aussitôt. Pour contester ou vous êtes en faveur? Pour donner notre désaccord sur ça. Et je peux les argumenter. Parce que quand je dis oui, je l'argumente. Quand je dis non, mais il faut que je revienne tout un peu en arrière sur les lois, les règlements, les conventions. Et attirer également l'attention de tous les Sénégalais, en commençant par le président de la République. Il y a une certaine délicatesse au Sénégal. Je ne dirais pas en Afrique, parce que je ne connais que le Sénégal. Je suis sénégalais. Je pense qu'il y a des paramètres à mesurer. Ici, il y a l'aspect politique qui est au chapeau de tout, qui est le chapeau de tout. Il y a l'aspect religieux. Vient maintenant l'aspect parental. Ce n'est pas à négliger aussi au Sénégal. Ça fait partie des choses, des considérations, des relations qui bloquent et qui empêchent l'acheminement d'une procédure. C'est important. Ensuite, moi, un gendarme, un policier, un douanier, un agent des eaux et forêts, un journaliste, un syndicaliste, un chauffeur qui est correct, qu'il sent qu'il est correct, qu'il soit assez couvert par la loi de son pays. Mais quelqu'un qui ne fait absolument rien, qui n'a rien commis comme faute, on l'accuse, on s'abuse de son statut pour l'humilier. Ça aussi, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que parfois, les facteurs que vous avez évoqués constituent un frein à notre développement, mais par rapport à votre désaccord... Ça peut être, même au niveau du gendarme, comme le vient de dire, mais ça peut être aussi au niveau des conducteurs. Et aussi par rapport à votre désaccord sur les propos du ministre. Ce qu'on a dit, moi à la place, je donne conseil au gouvernement. Et je donne conseil au président de la République d'éviter de prendre de façon spontanée une décision qui ne sera pas facile à être réalisée. Pourquoi? Je m'explique. Donnez-moi le soin de pouvoir m'expliquer. Voilà. Je vous dis que même la population sénégalaise s'oppose à cette décision. Parce que nous, on n'est pour rien sur cette décision. Il faut que ça soit clair. Les chauffeurs que nous ne sommes rien sur cette décision. Parce que nous... En fait, cette décision n'est pas encore appliquée, mais c'est juste... Le fait de le dire suffit. Mais c'est pour le bien des populations, selon le ministre. Ça a remis les esprits. Ça sera pour le bien des populations, selon le ministre. Écoutez, c'est la pensée du gouvernement. Notre pensée est contraire à la pensée du gouvernement. Et nous pensons en connaissance de cause. Imagine-toi, je donne l'exemple de façon terre à terre. Hein. Imaginez-vous que les véhicules qui quittent, parce que j'habite Mbour, j'habite dans un carrefour international. Les Maliens passent par moi, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Gambie, et même les Ghanéens et jusqu'à là où vous voulez. Donc, imaginez-vous, les véhicules qui quittent, par exemple, prenons un jour de lundi pour aller à Diaobé. Les bus embarquent à partir de
20h, 21h. Ils quittent. Donc à 22h, la majorité n'est pas en bouche. Et la ville qui limite la région de Thiès à la région de Fatick, c'est Thiayaye. Imaginez que tout le monde vient jusqu'à Thiayaye. On les barre par la gendarmerie. D'abord, il y a le premier problème, on n'a même pas les lieux suffisants pour pouvoir garer tous ces véhicules-là. Ça, c'est un. Deux, tu les gares, tu permets aux malfaiteurs, aux agresseurs, de pouvoir trouver un groupe qui est là, faible, qui n'est pas armé, peut-être c'est des femmes, peut-être c'est des enfants, peut-être c'est des vieux, mais qui sont en possession d'argent. Il y aura du mal envers la population sénégalaise. 2, 3. À 6 heures, on dit hip, allez-y. Je peux prendre l'exemple à Kër Aïb. Tous les véhicules en partant de Dakar pour Ziguinchor sont bloqués. Ils passent la nuit. Mais le matin, qu'est-ce qui se passe? Une course de vitesse incroyable, insécuritaire. Et ils sont dans l'obligation. Nous sommes des conseillers de l'État. Nous ne sommes pas des politiciens. Bien, moi, je ne suis pas politicien. Avez-vous eu à faire une concertation avec le ministre pour qu'il recueille au moins votre avis? Malheureusement, en tout cas, je parle à travers les médias. Il m'écoute. Je parle à travers les médias audiovisuels parlantes, les réseaux et les télévisions. Mais, malheureusement, la dernière réunion qui a été convoquée par le ministre pour un deuxième réglage, je n'ai pas même pas au courant. Vous n'étiez pas au courant? C'est ça aussi. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore... C'est ça, je le décris ici. Qu'on essaie de collaborer dans la franchise, dans l'honnêteté, mais dans la transparence et dans la démocratie. Et là, il y a un dialogue qui s'impose. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus responsable que moi. La façon dont je suis responsable, il n'y a pas un... Je défie tout quiconque. Il n'y a pas un responsable qui est responsable élu d'une commune, élu d'un département, élu d'une région, élu national. Il n'y en a pas. Alors, monsieur le directeur, il y a un dialogue qui s'impose. Et selon vous, quel serait l'impact d'une telle décision sur... En fait, c'est vrai que moi, c'est une mesure que j'avais accueillie, il faut le reconnaître, pour une raison très simple. Les études qui ont été faites montrent que 83% des décès dans les accidents se produisent la nuit. L'autre aspect, c'est que la nuit, il y a très peu de véhicules qui roulent la nuit. Ça, il faut dire, par rapport à l'ensemble du parc, le pourcentage est assez faible. Troisièmement, il faut dire aussi que ces véhicules communément appelés horaires, effectivement, ont une heure de départ et souvent, ils se fixent une heure d'arrivée, toujours, mais dans des conditions de circulation qui ne sont pas toujours très bonnes. Alors, moi j'ai des exemples à l'appel sur les dangers de la conduite de nuit. Souvent, les gens, quand ils circulent la nuit, c'est à des vitesses excessives. Tout le monde sait que quand même, quand on roule vite, est-ce que les gens pensent à leur distance de réaction? Est-ce qu'ils pensent à leur distance d'arrêt? Est-ce qu'ils pensent à leur distance de freinage? Je pense que tout cela n'est pas pris en compte dans leur déplacement. Il est dit, et ça c'est formel, que quand on roule vite, on se fatigue très vite. On multiplie les risques. Et on multiplie les erreurs de conduite. Je prends toujours l'exemple sur 100 km. Les gens ils pensent qu'en fait, en roulant vite, ils peuvent gagner du temps. La visibilité, la nuit, n'est pas la même que le jour. On sait que sur nos routes, ici au Sénégal, les routes ne sont pas éclairées. Donc quand vous roulez à une vitesse, et souvent ce sont des gens qui sont en infraction, je dirais, parce qu'ils roulent à 100, 110, 120 sur une route nationale, alors que la vitesse elle est limitée à 90 sur une route nationale. Et même chez les transports publics de voyageurs ou transports publics de marchandises, la vitesse devrait être limitée à 70. Pourquoi? Parce que quand on roule avec des feux de croisement, ce qu'on appelle code. Les codes éclairent sur 50 mètres. Donc, vous voyez que cette distance de 50 mètres. Mais 50 mètres correspondent à quoi? Dans la vitesse. À quelqu'un qui roule à 70 km à l'heure.
Ça veut dire quoi? Que quand je roule à 70 km à l'heure, ma distance d'arrêt est de 49 mètres. La distance d'arrêt, c'est quoi? C'est la distance que je parcours entre le moment où je vois un obstacle, le moment où je freine jusqu'à l'immobilisation complète du véhicule. Si je roule à 100 km à l'heure, quelle sera ma distance d'arrêt? Ce sera 100 mètres. Alors que mes feux de croisement n'éclairent que sur 50 mètres. Est-ce que moi, je verrai au-delà de 50 mètres ce qu'il y a là-bas? Ce qui explique très souvent les gens qui roulent jusqu'à rentrer dans une remorque ou bien dans heurter un camion en panne sur la route qui n'a pas de catadiop et qui n'a pas de triangle de pré-signalisation. On vous dit également que la vitesse réduit votre visibilité. Et tout le monde sait que 90% des informations nécessaires à la conduite sont visuelles. Il n'y a pas un aveugle à qui on a donné un permis de conduire. Pour bien conduire, il faut bien voir la route. Et voir de loin, mais également voir de large pour voir ce qui vient de la gauche ou de la droite pour anticiper. Les gens, quand ils font de longues distances en roulant vite, après, c'est la fatigue qui s'installe. Mais quand ils sont fatigués, et ça, je n'accuse pas seulement les transports en commun, même les particuliers, quand ils sont fatigués, ils se disent non, il me reste juste 20 km, je vais pouvoir continuer et après m'arrêter et me reposer à destination. Malheureusement, ils n'arriveront jamais à destination. Parce que comme on dit, mieux vaut s'arrêter avant qu'après. Mieux vaut s'arrêter avant qu'après. Parce qu'on vous dit que toutes les 2 heures, vous devez marquer une pause de 15 minutes, c'est ce qui est dit dans le management de la sécurité routière. Et quand vous ne vous arrêtez pas pour vous reposer, entre la fatigue et la somnolence, il n'y a qu'un pas à franchir. Donc, la somnolence va prendre le dessus. Vous ne pouvez plus regarder la route parce que vous avez ce qu'on appelle les paupières qui sont lourdes et qui se ferment. Vous avez des micro-sommeils, des endormissements passagers. Et en une fraction de seconde, vous pouvez faire soit une sortie de route, soit entrer en collision avec un véhicule venant en face, ou bien heurter un véhicule qui est là sur la chaussée et qui n'a pas de triangle de signalisation. Alors, pour toutes ces raisons-là, moi, je pense que ce serait judicieux, responsable, d'arrêter la conduite de nuit à partir de 22 h jusqu'à 6 h du matin. Donc vous êtes favorable à Je suis favorable à la mesure pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire les gens roulent vite, les gens sont fatigués mais ils ne se reposent pas, ils ont sommeil, ils n'arrêtent pas de conduire, et en plus la visibilité elle est moindre. Et la troisième chose, c'est qu'il y a très peu de véhicules qui circulent la nuit. Et économiquement dans tout cela? Économiquement, je ne vois pas... C'est vrai que je suis chercheur universitaire. Parce qu'il y en a des personnes qui ne voyagent que la nuit. Hein? Oui, mais pourquoi ils voyagent la nuit? Et moi, je le dis parce que souvent également, quand je fais des interventions, on me dit, oui, vous êtes en train de faire la part belle aux chauffeurs de transport en commun. Non, ça dit en fait, je suis un citoyen, je réfléchis et je pense qu'en fait, les conditions de travail des chauffeurs sont tellement exécrables qu'en fait, le fait de leur demander d'arrêter de conduire à partir de 22 h, ça aurait permis à ces gens-là d'aller dormir, de se reposer et de voir un peu leur famille. Il ne me laissera pas avancer sur ce chapitre-là. Il y a beaucoup de chauffeurs qui ne voient même pas leurs enfants, encore moins leurs femmes. Parce que quand ils quittent, c'est à 5 h du matin, et quand ils reviennent, il est déjà 23 h et minuit. Donc, comment voulez-vous que ce chauffeur-là, père de famille, puisse avoir, je ne sais pas, une certaine affinité, qu'il y ait une affinité entre lui et effectivement sa famille. Moi, je pense qu'en fait, il faut qu'on essaye de repenser la mobilité. Il faut que la mobilité soit repensée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réorganise les déplacements. Quand les gens, souvent j'entends à la radio, les gens qui me disent, oui, mais écoutez, quand on arrête la circulation de 22 h jusqu'à 6 h du matin, mais à partir de 6 h du matin, c'est le sauve qui peut. Mais où est la gendarmerie? Bonne question. Mais quel est son travail? Quelle est sa mission? Est-ce que les gens ont le droit de faire n'importe quoi sur la route? Mais à partir de 6 h du matin, voilà, vous pouvez y aller, mais celui qui fait une course, mais on l'arrête. Donc, en fait, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit que de telles mesures doivent être mises sur la table et discutées. Malheureusement, il y a eu peut-être l'absence d'une pédagogie dans la déclaration de l'autorité, mais je pense qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, il serait parti avec, disons, un contexte et une justification pour dire, voilà le contexte, pourquoi on veut vraiment arrêter les transports en commun, parce qu'on ne parle pas de tous les automobilistes, on parle des chauffeurs professionnels dans le transport en commun.
On a tenu une réunion, mais pratiquement ils étaient tous d'accord, mais à la seule condition, et là je suis tout à fait d'accord avec eux, parce qu'il y a des gens qui font un peu une concurrence. On les appelle des wargaindés ou bien peut-être les allotaxis, qui n'ont même pas d'agrément et qui sont là au bord de la route, qui prennent des passagers et qui les amènent sur Saint-Louis, sur Kaolack, sur Mbour, un peu partout au Sénégal. Alors que les transporteurs titulaires qui ont leur agrément et tout, qui paient des taxes, ces gens-là, on leur interdit effectivement les déplacements nocturnes. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'ils demandent, la plupart des transporteurs, c'est qu'en fait, si cette mesure-là devait être appliquée, il faut absolument qu'on assainisse le parc. Alors, Pierre Gomis, êtes-vous convaincu quand même par les raisons évoquées par M. Faye? Je vais juste rajouter, en fait, la sinistralité observée la nuit en donnant des exemples. Alors, très rapidement. Il y a, je peux vous en citer au moins une trentaine. C'est des accidents qui se produisent la nuit et le minimum de décès, c'est 10, mais c'est entre 10 et 27 et 28. Je donne l'exemple du car de Serigne Moutala Mbacké à Richard Toll qui a fait une collision avec un camion de ciment, 27 morts sur le coup. C'est juste encore la nuit. Je prends également un exemple à Palméo, une collision entre deux cars Biagadiaï, minibus donc, pour nos téléspectateurs internationaux, deux minibus de 25 places, 26 places, donc 26 morts sur le coup. Je prends également sur la route de Touba, un minibus et un bus vide qui venaient sur Dakar, l'autre qui allait sur Touba, 19 morts sur le coup. Mais des gens comme ça, j'en ai plein. Et je pense qu'en fait, compte tenu de la vitesse, de l'absence d'une visibilité, de la fatigue et de la somnolence, rien que ces raisons-là devraient nous pousser à accepter la mesure. Alors, très rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais bien que vous reveniez sur ces propos, si vous êtes d'accord ou non, et aussi parler du permis à points, parce que j'aimerais bien qu'on évoque ce sujet. Oui. Monsieur Faye, qui est devant moi, est directeur de la nouvelle prévention routière. Mais il n'est pas responsable des personnes victimes d'accidents qui peuvent y trouver la mort, ou bien l'accident corporel, ou bien la prison, ou bien même le fait qu'on leur arrache leur permis. Vous partagez ces avis? Je viens. Je ne peux pas partager l'avis de qui que ce soit sans ne pas réfléchir. J'ai réfléchi, réfléchir avant de dire oui ou non. Parce qu'à chaque fois quand je dis une chose, je vois l'argument, je pose les arguments. Il a parlé sur des accidents, de nombreux accidents. Mais il a oublié les accidents des véhicules particuliers. Il a oublié les accidents causés par des véhicules particuliers. Moi, je parle en connaissance de cause. Je fais la navette entre Mbour, Dakar, nuit comme jour. Je sais de quoi je parle. Parlons de façon globale des usagers. Les chauffeurs de camions, comme les chauffeurs de bus, comme les chauffeurs de cette place, comme les chauffeurs de minibus, sont au même pied d'égalité que les véhicules de particuliers. Quand on prend des mesures pour sécuriser une population, on ne doit pas y faire une exception. On ne doit pas faire d'exception, mais on parle aussi de permis à points pour résoudre ce problème-là. Le permis à points ne peut rien nous apporter actuellement. Et j'attends. Le jour que le gouvernement sénégalais actuel sera en mesure de pouvoir instaurer le permis à points. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Je suis d'accord sur le permis à points. D'après certains, cela ne vous arrangerait pas. Laissez-moi dérouler mes idées. Je vous dis que, Aminda, nous sommes contre rien. Mais il faut que ça soit clair. Là où il y a les permis à points, vous avez dit tout de suite un président et un pays. Je ne sais pas, la Rwanda ou je vous entends. Le Rwanda. Alors, vous avez pris un exemple sur un pays et sur un président et sur un gouvernement. Est-ce que là où il y a les permis à points, je pose cette question à M. Matar Faye, directeur qui est devant moi, qui a fait un peu le tour de l'Afrique ou bien le tour du monde. Alors, selon son institut, je lui pose la question, est-ce que les pays où il y a les permis à points, c'est ce qu'on voit là-bas qu'on voit ici au Sénégal, ou bien ce qu'on voit ici au Sénégal, c'est ce qui existe dans ces pays-là? Je dirais non. Il faut aller lentement, mais sûrement. Ce n'est pas le fait de se précipiter. Ce n'est pas le fait de faire la précipitation. Et en dehors des propos, qu'il faut se limiter seulement aux propos. Parce que parler, c'est bon. Mais l'essentiel,
c'est de réaliser ce que vous tenez, ce que vous dites. Je pense que c'est pas avec ces routes-là, avec le manuel que la gendarmerie effectue le contrôle, avec le manuel que la police effectue le contrôle, qu'on va nous imposer le permis à point. Et pour terminer maintenant, parce qu'il nous reste peu de temps avant de passer la parole à M. Faye pour boucler définitivement cette émission-là, j'aimerais bien que vous donniez votre avis par rapport à ces propos du président Macky Sall sur le rétablissement de la voie Dakar-Bamako, la voie ferrée, au moins qu'on utilise les trains pour réduire le nombre d'accidents. Pensez-vous que c'est une solution alternative? Tout ce qui va pour la libre circulation des usagers de façon très rapide, de façon sécuritaire, je suis pour. Pourquoi pas? Moi, en 109, c'est la première fois que j'étais à Tamba. J'étais à Tamba à bord d'un train. La première fois que je me suis rendu à Tamba, je n'ai pas emprunté le véhicule en allant. Vous saluez cette initiative? On le salue, pourquoi pas? Bon. Toutes les idées bonnes, on les salue. Alors, rapidement, il nous reste peu de temps. Monsieur Faye, déjà par rapport au permis à points, qu'est-ce que vous en pensez avant de venir à la solution évoquée par le président? Le permis à points, en fait, la critique que j'aurais à faire sur le permis à points, c'est qu'en fait, dès que l'idée a été annoncée par le président de la République en Conseil des ministres, alors tout de suite, on a fait comprendre aux gens que c'était possible le lendemain. C'est une innovation. On ne peut pas se lever un bon jour quand même pour aller vers un permis à points. En fait, il y a des préalables et il y a également des mesures d'accompagnement. Le permis à points, moi, je suis resté 8 ans en France, donc j'ai vu comment ça fonctionnait. C'est bon ou mauvais? Ah non, mais c'est une très bonne chose pour une raison très simple. C'est que le permis à points a une vocation pédagogique et préventive. Alors, rapidement. Le permis à points permet ou incite le conducteur à être beaucoup plus responsable. C'est-à-dire, en fait, le permis à points sera une sorte d'épée de Damoclès suspendue là sur la tête du conducteur qui va se dire, tiens, je suis épié, ben, si je ne fais pas attention, on risque de me prendre mon permis. Par rapport maintenant à la décision du président Macky Sall, vous la saluez ou non? Je la salue parce qu'il ne faut pas également seulement Dakar-Bamako, mais en fait, Dakar également, Saint-Louis également. Je pense que là, ça aurait permis d'avoir moins de véhicules sur les routes et ça aurait également réduit les accidents et puis permettre également aux usagers, comme il l'a dit tout à l'heure, d'aller et de venir en toute tranquillité. Malheureusement, le débat il est très intéressant, mais nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je remercie mes invités. Il faudrait qu'on responsabilise mieux les chauffeurs et aussi qu'on les forme pour éviter les accidents de la circulation. C'est la fin de ce débrief. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro sur Médian TV Afrique.